Référendum sur le projet de traité constitutionnel, dimanche 29 mai 2005. Écoutons des extraits du livre de Dominique Strauss-Kahn, Oui, lettre ouverte aux enfants d'Europe. Livre qui, comme son titre l'indique, apporte des arguments pour voter pour ce traité constitutionnel. On ne peut regretter chaque jour l'écart qui existe entre les citoyens et l'Union européenne. On ne peut souligner l'incompréhension croissante devant ce qui se passe à Bruxelles. On ne peut condamner à l'envi l'opacité des procédures et, dans le même temps, considérer dédaigneusement qu'il est inutile de relever ces progrès. Avec le traité constitutionnel, l'Union sera plus lisible. C'est une première raison de dire oui. On m'opposera que ce n'est pas une raison suffisante et que, de toute manière, la meilleure lisibilité du traité ne garantit en rien la meilleure qualité des politiques. C'est évidemment vrai. Alors voici une seconde raison. Une des spécificités du modèle européen, c'est la démocratie. C'est même historiquement la démocratie parlementaire. Or, une des spécificités de la construction européenne, c'est la faiblesse de la démocratie parlementaire. Le pouvoir pour l'essentiel est concentré entre les mains du Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, et de la Commission européenne qui n'est pas élue. Mais les citoyens sont largement tenus à l'écart. Ils n'ont de pouvoir ni directement, ni par l'intermédiaire de leurs représentants au Parlement européen. Avec le traité constitutionnel, l'Union sera plus démocratique. Avec le traité constitutionnel, après 50 ans de détours, l'objectif des pères fondateurs est en passe de se réaliser et l'objection initiale de Pierre Mendès France est levée. La Commission va devenir le gouvernement démocratique de l'Union. Son président sera issu de la majorité parlementaire, il sera responsable devant le Parlement. Il sera le Premier ministre de l'Europe. Les commissaires seront choisis par lui. Demain, sur une liste encore fournie par les États membres, après-demain, c'est la logique, sur une base strictement politique, se muant ainsi en ministre du gouvernement de l'Europe. Non, tel était le titre de la revue du courant animée par Jean-Pierre Chevènement au sein du Parti socialiste au début des années 80. Cette culture du non a de belles racines dans le terreau profond du socialisme français. C'est la culture du refus, celle qui met en avant le rejet de toutes les compromissions, au premier rang desquelles on trouve la compromission du pouvoir. Ce long remords du pouvoir qu'a évoqué Alain Bergogneau. C'est cette culture facile qui évite de se confronter au réel, en faisant à tout instant appel à l'idéal. C'est elle qui n'hésite pas à traiter les autres de traîtres à la classe ouvrière, parce qu'il croit qu'une transformation, même modeste, de la société est bonne à prendre quand elle améliore le sort plus démuni. C'est la culture de ceux qui ont les mains propres, parce qu'ils n'ont pas de mains. C'est elle déjà qui faisait dire à Gued contre Jaurès que la République était méprisable parce qu'elle était bourgeoise. C'est elle qui faisait tonner Paul Fort, appelant au grand soir contre le socialisme en tranche, alors même que Léon Blum était au pouvoir. C'est elle aussi que ce même Léon Blum combattit en 1946 au 18e congrès de la SFIO contre Guy Mollet. « Vous avez peur, lançait-il à ses camarades, peur d'accepter de changer la société à petits pas, peur d'être qualifié de social traître, peur de ne pas sembler assez révolutionnaire, peur du surplomb idéologique que le Parti communiste fait peser sur vous. Soyez vous-même, leur lançait-il. C'est Guy Mollet qui l'emporta sur Léon Blum, et on sait ce qu'il advint de la SFIO. Extrême dans ses déclarations, hésitante dans son action, parfois indigne dans ses renoncements. Depuis, nous n'avons jamais vraiment desserré ce nœud qui aurait pu nous étouffer. Jamais tranché le lien qui va de la radicalité à la révolution, comme s'il ne pouvait pas y avoir de réformisme radical. Cette contradiction aurait pu nous empêcher à tout jamais de gouverner, si un homme d'exception n'avait pu en figurer à la fois la cristallisation et le dépassement. François Mitterrand a su exprimer tour à tour la rupture et la réforme,
mais sans que la théorisation de cet ancrage dans le siècle se grave dans nos textes et encore moins dans nos esprits. Si bien qu'à la première occasion, ce débat rejaillit et continue de nous entraver. Ce n'est pas le cas du reste de la gauche européenne. On cite souvent le congrès de Bad Godesberg, au cours duquel la social-démocratie allemande a formellement choisi de sortir de l'étau. Mais il n'y a pas que les Allemands. Tous en Europe, tous, vous dis-je, ont su avancer, et mieux encore, revendiquer cette avancée. Pas nous. Il n'y a qu'au sein du Parti socialiste français que le besoin d'être au plus près des communistes ou de l'extrême gauche peut encore servir de viatique. Soyez vous-même, nous disait Léon Blum. Près de 60 ans plus tard, semblable exhortation est encore nécessaire. Chaque fois qu'elle s'est posée, la question européenne, avec ce qu'elle charriait de confrontations inévitables avec nos partenaires, a ravivé cette contradiction. À mesure qu'un nombre croissant de partis sociaux-démocrates choisissaient la truelle plutôt que le fusil, la négociation plutôt que la barricade, il est devenu plus difficile de rester les seuls tenants du front du refus, au risque de se résoudre à la construction du socialisme dans un seul pays. Ce n'est pas un hasard si c'est sur la question européenne que François Mitterrand a mis en jeu son mandat de premier secrétaire du Parti socialiste pour éviter une dérive dont il ne connaissait que trop les causes et les ressorts. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, c'est à nouveau la question européenne qui est à l'origine de la division du Parti socialiste. La nostalgie du point brandi, de l'international et du combat de rue reste vivace. Comment ne pas la ressentir ? Renoncer à changer le monde parce qu'on ne veut pas renoncer au monde dont on rêve est un sentiment partagé par beaucoup. Comment ne pas y être sensible ? Ce n'est pas le moindre de nos paradoxes que cette nation, plus prompte à la révolution qu'à la réforme, ait besoin de tant de temps pour sentir s'enraciner en elle ce changement que d'autres, jugés d'ordinaire plus pussillanimes, ont su accepter d'un seul mouvement. C'est un autre paradoxe que de voir des hommes qui se prétendent pétris par l'expérience remettre en cause l'ensemble de leur action politique passée, comme s'ils n'avaient rien appris de l'histoire. Si le oui l'emporte, alors nous pourrons tous considérer que la période de latence est révolue et que, regardant l'avenir, les socialistes ont tranché. Considérer que le Bad Godesberg rampant que nous vivons depuis 20 ans a touché à sa fin, que nous rejoignons pleinement la grande famille de la gauche européenne et que, désormais, il est possible pour les socialistes français de préparer leurs projets pour la France. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas le même projet que les socialistes peuvent proposer aux Français pour 2007, selon que le non ou le oui l'emporte. Dans le premier cas, on y retrouvera une mouture remise au goût du jour, d'analyse et de propositions que depuis 20 ans les socialistes ressassent avec plus ou moins de bonheur, à l'écart du mouvement qui se poursuit de la Suède à l'Espagne. Dans le second, l'imagination créatrice libérée, la communauté de pensée avec nos partenaires européens retrouvés, nous pourrons ambitionner d'écrire ensemble un projet pour la France et un projet pour l'Europe. Voilà l'enjeu. Il dépassait de loin les ambitions personnelles. Il dépasse même l'avenir du traité constitutionnel. Il s'agit pour les socialistes français, dans la fidélité à leur histoire, de forger à leur manière le socialisme du XXIe siècle. Alors soyons nous-mêmes, comme nous y invitait